Pas de répit donc pour le coronavirus. Face à l'éventualité d'une nouvelle vague, le Maroc a choisi d'accélérer le rythme de l'administration des vaccins anti-Covid en les rendant indispensables. Ainsi, aux quatre coins du royaume, les centres de santé ne désemplissent pas la situation. À Beni Mellal et Agadir avec Oussama Bkhalil, Hassan Houban, Khalid Ben Qaddour, Mohamed Boubacar et Rafiq Agoumed. Jeunes et moins jeunes attendent patiemment leur tour au centre de vaccination Rmila. Certains pour la première, d'autres pour la troisième dose du vaccin contre le coronavirus. Avec un taux de couverture de plus de 80%, la région de Beni Mellal s'approche de plus en plus de l'immunité collective. Alhamdulillah, la campagne se passe très bien, donc on est bien accueillis. Donc sans tarder, je suis venu, j'ai donné ma carte et on m'a fait vacciner. Concernant la troisième dose, nous avons atteint 256 000 bénéficiaires. Quant aux premières et secondes doses, 87% de la région a été couverte. À Agadir, ce centre de vaccination ne désemplit pas. L'opération se réalise dans le respect des mesures barrières. La file est longue, mais pour obtenir son passe vaccinal, la patience est de mise. Je suis venue pour la deuxième dose. J'ai besoin de mon passe vaccinal car je me présente bientôt à un concours et il faut obligatoirement le posséder. La campagne nationale de vaccination se poursuit dans les 12 régions du royaume. À ce jour, plus de 23,5 millions de Marocains ont déjà reçu au moins une dose du vaccin. Et nous retrouvons à ce propos en direct et en duplex d'Orléans en France le docteur Al-Kibir Ba'Allah. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes biologiste moléculaire, chercheur au CNRS. Pouvez-vous d'abord nous expliquer pourquoi il est nécessaire de se faire administrer une troisième dose du vaccin anti-Covid-19 ? Bonsoir à tous. La troisième dose a été justement suggérée de fait que d'après des études et des observations sur l'efficacité de la vaccination et des niveaux de protection des personnes vaccinées, que cette protection diminue avec le temps. C'est-à-dire on a observé à partir de 6 mois après primo-vaccination complète que le taux des anticorps neutralisants baisse avec le temps. Donc on a même remarqué qu'il baisse à partir de 5 ou 6 mois, et voire même plus à partir de 8 à 10 mois. Donc il est nécessaire de renforcer la protection et le système immunitaire des personnes par une troisième dose qui ne fait que diminuer d'une manière drastique, justement augmenter la protection des personnes. Docteur, qui dit vaccination dit passe vaccinal, qui est devenu quasi obligatoire à travers le monde. Quel rôle permet-il de jouer ce passe dans la lutte contre le coronavirus ? Alors justement, si on a trois données, d'abord on n'est pas au stade de l'immunité collective absolue, on n'a pas actuellement un médicament efficace, et d'autant plus on a une information très importante, c'est que la plupart des personnes hospitalisées actuellement, plus de 90%, voire même 99%, ce sont des personnes qui sont non vaccinées. Donc l'importance justement du pass vaccinal, c'est d'abord protéger les non vaccinés parce que, et éviter justement la propagation des virus au sein de la population. Le coronavirus a muté à plusieurs reprises au cours de ces derniers mois. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'apparition annoncée d'un sous-variant du fameux Delta ? C'est vrai, dans notre laboratoire, rien que hier, par exemple, lorsqu'on a fait l'analyse des résultats d'examen SARS-CoV, on a 100% de variants Delta, mais il n'y a pas de ce variant. Avec les études flash qu'on a ici, par exemple, en France, et les suivis épidémiologiques, ce n'est pas très inquiétant. Et effectivement, ça augmente le mode de transmission, mais ça n'induit pas des formes graves. Et ça n'affecte pas aussi la protection vaccinale, ni il n'y a pas d'échappement à l'immunité. Donc il n'y a pas éventuellement crainte par rapport à l'échappement immunitaire par rapport à ce variant. Merci beaucoup, docteur Al-Kibir Ba'Allah. Je précise que vous dirigez par ailleurs la plateforme du Covid du centre hospitalier régional d'Orléans. Quant à la situation épidémiologique du Royaume, elle fait état de 424 nouvelles contaminations au coronavirus contre 400 guérisons au cours de ces dernières 24 heures. Malheureusement, dans le même temps, 6 décès ont été recensés.
En Ouganda, on approche les 3 millions de doses anti-Covid administrées depuis le début de la campagne de vaccination, à la faveur notamment de dons chinois. C'est la première info de ce tour de l'Afrique en 80 secondes, piloté par Géziel Hamari. 700 000 vaccins Sinovac, c'est le deuxième lot de sérum anti-Covid que reçoit l'Ouganda après celui du mois de juillet dernier. De quoi permettre au pays de continuer sur sa lancée puisque la campagne nationale de vaccination s'intensifie. Près de 3 millions de doses ont déjà été administrées aux Ougandais. Elle aurait eu 26 ans aujourd'hui. Agnès Tirop a été inhumée ce samedi dans son village d'enfance. Étoile montante de l'athlétisme au Kenya, elle a été poignardée chez elle. C'est en présence de sa famille et de ses amis ainsi que d'athlètes kenyans que la jeune femme a été enterrée. Son mari, principal suspect dans ce meurtre, a été arrêté par les enquêteurs. Ils étaient des dizaines de milliers de Soudanais à battre le pavé à Khartoum. Entre les rassemblements pro-civils et les manifestations pro-militaires, c'est un appel au calme qui a été lancé. Le général Abdel Fattah al-Burhan, chef du gouvernement de transition, a réitéré son attachement au désir d'une démocratie exprimé depuis 2 ans. Jacob Zuma est réapparu publiquement pour la première fois après sa mise en liberté conditionnelle. L'ex-président sud-africain s'est en effet rendu dans un commissariat de l'Est du pays pour déposer plainte contre Billy Donner. Il accuse ce procureur de partialité et d'avoir divulgué des informations médicales confidentielles le concernant à la presse. Au Maroc, les magistrats ont désigné aujourd'hui les 10 représentants au sein du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Le vote qui s'est déroulé dans les cours d'appel du Royaume vient consacrer un peu plus le principe de l'indépendance de la justice. Les développements avec Rizlan Taïbi, Abdelhamid Mourabit et Youssef Lotfi. Les magistrats se sont massivement déplacés ce matin à la cour d'appel de la capitale pour élire le représentant au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Ils ont le choix entre 50 candidats, 19 pour les juges des cours d'appel et 31 pour ceux des juridictions du premier degré. Comme vous le remarquez, la participation à ce scrutin est importante. Elle se déroule dans un climat de transparence et de responsabilité. Nous avons tout mis en œuvre pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions et dans la transparence totale. Selon plusieurs observateurs, ces élections sont d'une importance capitale puisqu'elles consacrent l'indépendance de la justice et ses valeurs de transparence et de probité. Quand on organise des élections à ce niveau, au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ça veut dire qu'on met un point d'honneur à l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et cette expérience marocaine est inédite. 6 candidats seront élus pour la représentation des magistrats des juridictions du premier degré, dont au moins 2 femmes, et 4 candidats, dont au moins une femme, représenteront les magistrats des cours d'appel au sein du CSPJ que préside Sa Majesté le roi Mohamed VI et dont le but est de garantir l'indépendance de la justice et la primauté du droit. C'est une première au Maroc, l'organisation d'une conférence internationale sur les potentialités thérapeutiques et industrielles du chanvre, entamée hier à Tanger. Elle se poursuit demain en présence de chercheurs, de médecins et d'industriels. À cette occasion, 4 conventions ont été signées par l'Association marocaine consultative d'utilisation du cannabis. Mamadou Diaye, Sder Benzina et Khaled Reitou. Aller vite et bien, c'est toute la portée de cette première conférence internationale. Rencontre qui discute des potentialités de l'usage thérapeutique et industriel du chanvre. L'assiette des domaines pouvant être touchés est large. Au-delà du secteur médical, il y a l'industriel, le cosmétique ou l'agroalimentaire. Ceci dans le sens d'essayer de canaliser la recherche et le point important, la recherche très important en matière de ce cannabis dans tous les domaines, aussi bien médical qu'industriel, que cosmétique agroalimentaire. Plusieurs études convergent vers un marché mondial du cannabis médical en plein essor, ce qui augure de bonnes perspectives économiques dont le Maroc pourrait tirer profit. Il s'agit à travers cette conférence pour le pays de s'inspirer des bonnes pratiques déjà développées ailleurs. Notre participation consiste essentiellement au développement de la recherche scientifique. Pour cela, nous proposons la mise en place d'un centre de recherche et de valorisation du cannabis à Al-Hoceima. Nous avons déjà le terrain pour ça, un plan d'architecture et une estimation financière. L'occasion a été également saisie pour formaliser 4 conventions dans le but de renforcer et de développer la recherche scientifique sur le cannabis et ses produits dérivés.
Si vous êtes actuellement à table, vous ne verrez plus jamais votre assiette de la même manière après ce qui va suivre. Dans les années qui viennent, les insectes vont constituer une composante à part entière de notre régime alimentaire. D'ailleurs, les Nations Unies, à travers la FAO, ont appelé à développer les élevages, notamment des fermes de criquets, considérés comme un nuisible à cause de ces invasions dévastatrices sur les cultures. Il est aussi perçu comme une alternative très efficace à la lutte contre la famine et la malnutrition. Il pourrait même trouver un terrain fertile au Maroc grâce aux travaux menés par l'équipe du professeur Ahmed Hamdaoui. Le professeur Ahmed Hamdaoui que l'on retrouve en direct et en duplex de Marrakech. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes spécialiste de l'élevage de criquets au point de lancer en ce moment même une société dédiée à la production de farine de criquet. Alors dites-nous quelle est la vocation de ce produit que vous envisagez de mettre sur le marché. Ouais. Sur le marché. Bon, tout d'abord, je vous remercie beaucoup pour cette invitation et j'ai beaucoup de respect pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Oui, donc nous envisageons de nous joindre à un chantier en réalité mondial maintenant qui est lancé, qui consiste à utiliser les insectes comme alternative aux viandes rouges. Parce que dans les prochains avenirs, on aura besoin de protéines pour remplacer les protéines des viandes. Alors, le criquet est riche en protéines, très riche en protéines. Il contient presque 70% de protéines. Alors qu'un steak de viande, il contient 45 à 50% de protéines. Donc, nous pensons avec les farines, fabriquer d'abord des farines, nous pensons d'abord produire des farines protéiques qui pourraient être utilisées tel quel comme additif ou comme dopant pour les sportifs. Ça existe déjà, vous avez des produits comme ça pour les sportifs riches en protéines. Professeur, est-ce que le Maroc est un territoire, un pays propice à l'élevage de criquets? Et si oui, pourquoi? Propice, oui, parce que le projet que nous pensons lancer consiste à faire l'élevage en utilisant l'énergie solaire. On veut utiliser le soleil comme source de lumière et comme source de chaleur. Parce que l'élevage en laboratoire nous a montré que ça risque de coûter cher, parce que le rendement de production de farine est un peu faible, et si on rajoute les frais de lumière et de chaleur, donc ça ne serait pas rentable. Donc nous pensons faire l'élevage à l'extérieur, sous éclairage solaire, et on mettra une installation qui pourra ajuster en cas de besoin et déclencher soit la lumière, soit le chauffage. Parce que les criquets ont besoin d'un certain niveau de chaleur, c'est ça? Ils ont besoin de 30 à 40 degrés. Ils vivent dans une atmosphère où il y a 30 à 40 degrés de chaleur. Et qu'est-ce qu'ils vont manger ou boire? Donc, il y aura, pour manger, c'est les plantes. Alors nous avons trouvé une source pas chère. Nous utilisons une plante locale qui pousse bien chez nous, c'est la luzerne. Et nous avons déjà travaillé avec et ça a donné d'excellents résultats. D'ailleurs, vous avez déposé effectivement un brevet là-dessus. Dernière question en quelques mots, professeur. Est-ce que de votre point de vue, nous serons amenés tous au Maroc ou ailleurs à avoir de plus en plus d'insectes dans nos assiettes? Certainement. Alors, il y a un problème, c'est que les pays européens se sont déjà mis à sensibiliser leur société pour les préparer à ça. Alors que chez nous, on est encore loin, on n'a rien fait. Donc c'est pour ça que nous avons choisi le criquet parce qu'il est plus accepté. Pour les autres insectes, il faut faire une préparation psychologique et il faut commencer aussi un travail pédagogique dès le jeune âge chez les enfants à l'école. Parce que ça ne sera pas facile de faire accepter aux gens de manger des produits qui dérivent comment on appelle ça? D'insectes, absolument. Merci beaucoup, professeur
Ahmed Hamdaoui, vous étiez avec nous en duplex de Marrakech et vous êtes spécialiste dans l'élevage de criquets. Vous êtes bien dans Info Soir Week-end, ne zappez surtout pas du foot et du basket dans la chronique sport de Jamel Ouadam, c'est à venir. Et il sera aussi question de moto en compagnie du champion Amin Eschiger. Et de la musique pour adoucir les mœurs avec quelques partitions classiques interprétées hier soir par Maha Zahid, la musicienne marocaine, et ce soir notre invitée. Et tout de suite, dans notre rubrique Santé Bien-être, nous nous intéressons à la thermothérapie. En d'autres termes, l'utilisation de serviettes littéralement enflammées pour soulager les douleurs articulaires, les contractions musculaires et autres courbatures. Un sujet réalisé, signé Soumia Douheni. La thermothérapie هي واحد la technique اللي كنستعملوا فيها الحرارة. La thermothérapie est une technique à travers laquelle nous avons recours à la chaleur. Elle est préconisée pour les personnes qui ont des douleurs articulaires ou encore les femmes qui souffrent lors de leur période menstruelle. Nous commençons par un massage avec diverses huiles. Chaque huile a sa spécificité. Le massage permet de soulager le dos avant d'appliquer la serviette chaude. Après كناخذوا الفوطه كنديروا فيها هذيك الحراره. Avant, j'avais des douleurs au niveau de les épaules, du dos. Et après la première séance de la thermothérapie, j'ai senti qu'il y avait un très grand changement. Ça m'a vraiment aidé pour me soulager et pour réduire le stress surtout et réduire les crises de la migraine. Elle ne craint ni les courbatures ni les douleurs musculaires. L'athlète russe Angelina Melnikova vient de remporter le concours multiple au championnat du monde de gymnastique artistique. Elle a devancé la championne olympique Simone Biles lors de la compétition qui s'est disputée à Tokyo. Angelina Melnikova a aussi permis à son équipe de décrocher la médaille de bronze. Le parcours d'Amin Eschiger, le meilleur pilote marocain de moto du moment. Du haut de ses 33 ans, il ne cache pas ses ambitions pour l'avenir. Il faut dire que le compétiteur est galvanisé par sa récente victoire au 21e rallye du Maroc. Après 2 ans d'une intense préparation, celui qui tient le guidon depuis qu'il est gamin s'est imposé avec une large avance sur ses concurrents. Il leur montre surtout qu'il faut désormais compter avec lui. Je me sens prêt physiquement. Amin Eschiger est avec nous sur le plateau d'Info Soir Week-end. Bonsoir et bienvenue, on est ravis de vous accueillir. Alors c'est quasiment miraculeux, si j'ose dire, d'avoir réussi à remporter ce rallye du Maroc parce que vous avez failli abandonner, et ça à plusieurs reprises. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors c'est vrai, j'ai gagné le rallye du Maroc, c'était ma première participation. J'avais jamais fait de rallye, ça a étonné tout le monde, ça a été la grosse surprise. Mais c'est un gros travail qui a commencé il y a 2-3 ans avec mes partenaires, avec tous les gens qui m'ont soutenu, que j'aimerais citer, Alice Payi, Samir Benjeloun, ma femme qui tient le rôle de manager. Et ça a été un gros travail, donc cette victoire, c'est pas que la mienne, c'est la victoire de toute l'équipe. Au moment où vous chutez, c'était je crois la troisième journée, qu'est-ce que vous vous dites ? Alors là, le premier truc que je me dis, c'est que je vais perdre beaucoup de temps à dégonfler le gilet airbag, re-enclencher la cartouche et repartir. J'avais très mal, mais ce qui m'inquiétait le plus, c'était de me faire rattraper par mes poursuivants. Donc c'était que ça qui me préoccupait à ce moment. Alors ce qui rend votre exploit encore plus miraculeux, c'est qu'à l'origine, vos parents ne voulaient pas que vous fassiez de la moto. Complètement. Mais vous étiez néanmoins sportif. J'étais à fond sur les sports mécaniques, mais mes parents avaient peur, comme tous les parents. Et donc ils m'ont mis au jet ski et j'étais vraiment bon en jet ski, ce qui a encouragé ma mère dans les années 2000 à créer l'association nationale de jet ski. J'ai fait beaucoup de compétitions, mais je suis revenu à mon amour premier qui a été la moto. Il y a eu beaucoup de règles avec les parents, c'était interdit de faire de la moto sur la route. Donc c'était dans un circuit avec le casque et les protections.
Et c'est comme ça que j'ai pu faire du motocross. Et concrètement, comment est-ce qu'on s'entraîne pour se préparer à des épreuves aussi importantes, surtout que vous travaillez à côté pour financer votre passion? Alors, honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance grâce au coronavirus et grâce au confinement. J'ai profité de ces 2 années, je suis allé dans le désert marocain, j'ai passé beaucoup de temps à Zagora, Hamid, et Rachidia, Merzouga, et j'ai enchaîné 1000-2000 km par entraînement. Et là, sur le rallye du Maroc, je me suis senti chez moi. Chaque jour, je prenais 14-15 minutes d'avance sur mes poursuivants, et ça m'a motivé. Le Graal pour tout motard, on le sait, c'est le rallye Dakar. Est-ce que ça pourrait être à l'ordre du jour? Pour cette année, c'est trop tard, malheureusement, parce que les inscriptions sont bouclées depuis 2 mois déjà. Mais pour l'année prochaine, avec mes partenaires, l'OCP, que je remercie énormément, on a l'intention d'aller faire les 5 étapes du championnat du monde et boucler l'année 2022 avec le Dakar. Et ça serait pour moi plus qu'une consécration, parce que c'est la course de moto la plus difficile, malheureusement aussi la plus dangereuse, mais la plus prestigieuse au monde. Eh bien, écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci en tout cas d'avoir fait un détour par le plateau d'InfoSoir Weekend. Amine Achchiger, champion de moto et vainqueur du rallye du Maroc.